pourquoi autant d'acharnement pour empêcher Călin Georgescu d'accéder à la présidence de la Roumanie? C'est ce que nous nous efforçons de démontrer et de comprendre ici dans cette mini-série Călin. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de la mini-série Călin qui vous est ici proposée sur ma chaîne YouTube. J'espère que les 2 premiers épisodes ont éveillé votre intérêt et vous ont en tout cas permis de rassembler quelques pièces du puzzle ensemble pour comprendre ce climat extrêmement anxiogène et toutes ces aberrations qui ponctuent, notamment au niveau politique ici en France et dans l'UE en particulier, notre quotidien. Dans ce 3e épisode, et comme je vous l'ai promis, je vais vous partager l'intégralité d'une interview dans laquelle Călin Georgescu partage un certain nombre d'informations assez capitales. C'est après avoir entendu cette interview que j'ai décidé de faire cette mini-série parce que j'ai trouvé le contenu tellement substantiel, tellement lourd, tellement varié, dans le sens où on comprend qu'il ne s'agit pas juste de qui est à la tête de quel pays et qui l'a mis à la tête de tel pays et pourquoi, ça va bien au-delà. Ça va dans l'ingérence des mœurs, dans l'ingérence de l'évolution de notre société, des valeurs qui sont aujourd'hui totalement renversées. Vous le savez, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et surtout, si vous pointez du doigt le mal en disant que c'est mal, c'est vous qui êtes le méchant. Aujourd'hui, c'est comme ça, en France particulièrement, où il n'y a plus aucune notion de respect, plus aucune notion de liberté, de vie tout simplement. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, on ne vit pas, on survit. C'est le métro boulot dodo de l'ère moderne où même si parfois on a l'impression que la vie nous appartient, moi-même, voilà, j'ai une vie plutôt confortable, j'ai pas de compte à rendre à un patron en particulier, je fais ce que j'aime, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Mais dans les petites choses du quotidien, on se dit, et je le partageais dans une autre vidéo, la vidéo où je vous parlais de cette pub ahurissante sur KFC, je vous mets le lien juste ici, où à la fin de la vidéo, je m'épanchais un petit peu sentimentalement avec vous et je vous disais, je vais avoir l'air un peu d'une vieille qui radote, mais projetez-vous en arrière, ceux qui ont vécu les années 70, 80, 90, les années 80 en particulier, 90, début des années 90. C'était quand même un autre monde, c'était une autre époque, tout était différent, tous les rapports humains étaient différents, notre rapport à la vie, on vivait, on avait le temps de voir les choses, de ressentir, de parler, d'échanger, de se questionner. Aujourd'hui, tout est de l'automatisme, et moi la première, hein. C'est tout la culture du résultat. Et moi, la première, c'est faut faire vite, faut aller dans le sens de ce qui fonctionne. Il faut surtout pas sortir du cadre. Et on me le reproche assez souvent ici sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. On me dit, Marie, finalement, tu t'es chrétienne ou t'es politique? Est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Non, on peut avoir plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et donc, dans cette vidéo, Călin Georgescu va, vous allez voir, vraiment poser les bases de l'ingérence et du rôle prépondérant des Nations Unies dans nos nations et en France en particulier et dans le choix de ceux qui nous dirigent, qui ne sont pas des personnes qui, nous l'avons bien compris au fil de mes récentes vidéos et notamment de la série Becoming Brigitte que vous pouvez retrouver, je vous mets le lien quelque part ici, intégralement doublé en français sur mon site internet marievindigny.com. Ce ne sont pas des présidents qui sont élus, particulièrement en Europe, ce sont des présidents qui sont placés pour les objectifs communs du gouvernement mondial que nous commençons à bien comprendre aujourd'hui et que nous avons bien compris, notamment lors de cette période Coco. Voilà, donc c'est une vidéo extrêmement lourde dans son contenu, qui est très substantielle, où il y a plusieurs sujets qui sont abordés et qui finit avec une touche... Alors voilà, peut-être certains vont dire, oui bon c'est un peu too much, c'est un peu connotation New Age son truc. Peut-être, mais bon, comme dans tout, vous savez, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc prenez le bon, retenez le bon, faites le tri pour ceux qui sont suffisamment éveillés. Mais je vous assure que cette interview, elle est juste extraordinaire dans son contenu. Et on comprend, quand on entend ça, pourquoi Călin Georgescu n'a pas pu accéder à la présidentielle. Il est évident que quelqu'un qui tient des propos pareils et qui a un tel niveau d'accès aux informations qui dérangent, qui a eu accès aux coulisses du pouvoir, disons-le comme ça, ne peut bien entendu pas être mis à la tête d'un pays comme la Roumanie. C'est impossible. Il était impossible que ce monsieur arrive au pouvoir et ils ont fait ce qu'il fallait pour cela.
Je vous laisse avec cette interview, je ne vais pas parler davantage, je voulais juste planter un petit peu le décor et vous dire ce à quoi vous attendre. Bonne écoute, elle est assez longue, donc peut-être écoutez-la en plusieurs fois, je ne sais pas, mais écoutez-la dans son intégralité parce que ça vaut le coup. Je vous assure que ça vaut le coup. Je vous remercie de votre présence, toujours de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que mon contenu vous intéresse et que voilà, vous estimez vouloir rejoindre les rangs de l'armée de gladiateurs pour la vérité que je forme ici sur YouTube et également sur Instagram où vous êtes également de plus en plus nombreux à me suivre parce que je parle beaucoup sur Instagram. J'aime parler, vous le voyez, je vais essayer d'ailleurs de couper court, mais j'aime donner mon avis, j'aime partager, échanger avec vous. Et c'est sur Instagram le plus souvent que je le fais en direct, en one-to-one et un petit peu dans un format moins formel que ici sur YouTube. Donc je vous mets le lien de mon Instagram juste ici. Je vous laisse avec cette interview de Călin Georgescu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je ne sais pas trop où la chose va nous mener. Je me suis arrêtée la dernière fois à la date du 19 mars. Où voilà, ça suit son cours. Il y a un nouveau candidat qui s'est présenté en lieu et place de Călin Georgescu. Nous allons voir ce que cela va donner. En attendant, et pour vous donner un petit peu plus de contexte, je vous invite à écouter cette interview comme à mon habitude. Je vous dis à très bientôt et je vous bénis. Bye bye. Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce nouvel épisode du Comité international d'enquête sur la criminalité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les Nations Unies. Les Nations Unies dont beaucoup de gens savent qu'elles sont censées devenir le gouvernement mondial unique, comme cela est proclamé lors de la grande réinitialisation. Alors de quoi s'agit-il? Qui sont les Nations Unies? Et à qui parlons-nous exactement? Eh bien, notre invité aujourd'hui est un ancien membre de haut rang des Nations Unies. Il s'appelle Călin Georgescu et il est toujours préférable de parler à quelqu'un qui sait, de par son expérience personnelle, ce dont il parle, plutôt que de simplement parler à quelqu'un qui a des idées sur ce qui pourrait se passer. Et en l'occurrence, ce qu'il pourrait se passer à l'intérieur des Nations Unies. Eh bien, j'ai servi cette institution pendant 17 ans, presque 18 ans. J'ai commencé en Roumanie, au sein du programme de développement des Nations Unies, ce qui m'a bien entendu donné l'occasion de comprendre dans un premier temps le système. J'étais directeur pour coordonner la stratégie nationale roumaine de développement durable et leur agenda 2021. Je me suis rendue dans plusieurs pays, je suis allée à New York, à Genève, et j'étais également consultant au sein du Conseil d'administration pour l'Europe, au sein du Programme national d'investissement des Nations Unies. J'ai eu la chance de pouvoir avoir de nombreuses réunions, de nombreux entretiens, qui m'ont permis en particulier de comprendre comment fonctionne ce système. Et j'ai eu également la chance d'arriver, disons, aux personnes clés, pour m'aider à comprendre comment fonctionne ce train, en quelque sorte. J'étais à ce moment-là absolument persuadée que les Nations Unies étaient une institution fabuleuse, une institution qui peut aider les gens, qui peut les aider dans leur bien-être, qui peut aider l'être humain à mener une bonne vie, une belle vie, à être en harmonie avec la nature. Parce que c'est là en particulier mon background, mon parcours, c'est la protection de l'environnement. Donc bien entendu, sur la base de mon parcours d'études professionnelles, politiques, je suis arrivée aux Nations Unies. J'étais en quelque sorte un spécialiste dans le développement durable. Mais plus tard, bien sûr, j'ai commencé à découvrir comment les choses évoluaient, particulièrement quand je me rendais sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que vous êtes confronté à la réalité. La réalité ne vient pas du bureau, elle ne vient pas des journaux, des nouvelles, des informations, elle ne vient pas de la télévision. La réalité, vous y êtes confronté quand vous êtes sur le terrain. Et étant sur le terrain, je trouve que la partie la plus importante de ce jeu, c'est la nature. Celle que Dieu, l'univers, nous a confiée. Il nous a absolument tout donné. Tout ce qui était nécessaire pour couvrir tous nos besoins. Mais il est impossible de couvrir avec cela notre cupidité. Et la cupidité ne vient pas de la majorité des gens. La cupidité vient d'une toute petite partie du peuple, dont la cause principale, ceux qui en sont la cause principale, sont les oligarques. Le système oligarchique mondial. Sont-ils ceux qui contrôlent? Ils veulent avoir le contrôle. C'est précisément pour cette raison que l'ONU est la plateforme, le lien, le pont qui permet au système oligarchique de contrôler le monde. Et les oligarques sont ceux qui se réunissent, ce sont ceux-là qui se réunissent une fois par an à Davos. Ce sont ceux-là qui sont membres du Forum économique mondial.
Oui, bien sûr, cette plateforme de l'ONU, vous l'avez vu lors du World Economic Forum pour l'agenda 2030. L'ONU a été créée en 1945 avec un seul but, maintenir la paix. Quel objectif fantastique! Donc ça, c'est pas le problème, on est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que au cours de différentes réunions auxquelles j'ai participé moi-même, eh bien, lors de ces réunions, on voyait la paix comme étant ce petite chose mise dans un coin qui attendait d'avoir une chance de parler, d'être entendue, mais la paix n'a jamais cette occasion. Donc c'est un peu comme si la paix était là, dans un coin, elle attend, elle attend, elle attend, alors que toutes les discussions qui se tiennent là-bas sont justement sur la guerre. Malgré tout, ils ne prononcent pas le mot de guerre. Ah oui, pourquoi? C'est comme s'ils manipulaient tout, c'est cela? Exactement, c'est exactement ça. Quand ils prononcent le mot de paix, ce qu'ils veulent dire derrière cela, c'est la guerre. Ah, donc quand ils disent justice, ils veulent dire en fait injustice. C'est exactement ça, c'est exactement comme dans le développement durable par exemple. Cette thématique du développement durable qui a été à l'initiative de nombreuses réunions, de négociations officielles, officieuses. Et le résultat de toutes ces conversations et de toutes ces réunions, je peux vous dire, le résultat, c'est qu'à la fin du compte, à la fin de la journée, il n'y a qu'un seul objectif, une seule question qui demeure sur leurs lèvres, comment pouvons-nous augmenter la consommation? Et parfois, les discussions, les décisions les plus importantes ont lieu lors d'événements, lors notamment de dîners, de galas, autour de grandes quantités de nourriture. Donc, chercher à augmenter, quoi qu'il en coûte, uniquement le côté consommation, c'est très dangereux. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, la même situation avec le Club de Rome, vous savez, une autre ONG importante. Oui, d'ailleurs, vous étiez également membre, oui, tout à fait, j'étais membre de ce Club de Rome. J'étais même le président de l'Europe du club, pendant près de 2 ans et demi, à Vienne, en Autriche. Et vous avez rencontré le même problème là-bas? Absolument, parce que c'est comme s'ils abordaient cette vision comme si c'était une limite. Parce qu'il arrive toujours un moment dans leur réflexion où ils se disent « là, on va trop vite, on va trop loin, c'est trop dangereux ». Vous faites référence à l'exploitation des ressources de la planète? Oui, c'est ça, mais pas dans le sens que vous pouvez penser. Dans le sens vraiment cupide du terme, pour exploiter par exemple les ressources naturelles. Prenez par exemple le Ghana ou la Guinée-Conakry. Pourquoi je vous parle de la Guinée-Conakry? Parce que, comme bien des endroits où je me suis rendue sur la planète, et croyez-moi, je suis allée presque partout, c'est l'un des pays, pour commencer, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Malgré le fait que ce soit vraiment un tout petit pays. Tout petit, mais fantastiquement riche. Oh, j'en avais aucune idée. Oui, fantastiquement riche. Ils ont le meilleur or, ils ont des ressources naturelles extraordinaires. Et donc en Guinée-Conakry, s'ils veulent exploiter les ressources naturelles pour eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'autres personnes, pour l'extérieur, c'est là que ça devient un problème. Nous voici donc confrontés à une exploitation des ressources naturelles, et on le voit partout dans le monde, la plupart des pays du monde n'ont aucun contrôle sur leurs propres ressources. Et c'est exactement le système mis en place et contrôlé par Davos en particulier. C'est exactement dans la continuité de cet agenda, vous savez cet agenda présenté lors du World Economic Forum par les Nations Unies, et ce sont eux en particulier qui ont le plein pouvoir sur le contrôle de ces ressources naturelles. Ces dirigeants-là, je ne peux pas dire ces leaders politiques, parce qu'il n'en existe pas de leaders politiques aujourd'hui. Les gens qui pensent aujourd'hui avoir le pouvoir, ce ne sont que leurs employés. Le système oligarchique mondial, ce sont eux qui ont le vrai pouvoir. En Europe en particulier. Ce sont eux qui contrôlent réellement les conseillers fédéraux, les présidents, les premiers ministres, en Europe en particulier. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas les employés de leur peuple. Non, ils travaillent pour l'autre camp. Ce sont des employés des oligarques. Donc, ce que vous êtes en train de dire, en quelque sorte, c'est que l'Organisation des Nations Unies est désormais indifférenciable du World Economic Forum ou indissociable de Davos, en quelque sorte. Parce que ces institutions sont contrôlées par les mêmes idées et les mêmes oligarques. Ouais, totalement, à 100%. Et ce que vous dites, c'est que le World Economic Forum, le Forum économique mondial, crée des dirigeants qu'ils vont réussir à faire élire. Absolument, c'est leur but. Vous savez, en général, aux Nations Unies, les gens qui viennent, ce sont des gens
qu'ils ont réussi à checker avant, dans le sens où ils se sont assurés qu'ils étaient préalablement politiquement corrects. Mais pour leur correspondre et les satisfaire, il faut que vous soyez à 100% totalement politiquement correct. S'ils s'aperçoivent que vous n'êtes pas à 100% politiquement correct, alors ils ne vous garderont pas. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de vous contrôler à travers le salaire. Ah, en vous donnant beaucoup d'argent? Oui, exactement. En vous faisant plusieurs offres, dans le sens où ils vous donnent accès gratuitement à certains services, un accès gratuit illimité au transport, au restaurant, à différentes choses agréables de la vie. Et en fait, ils matérialisent ça avec un badge. Ce badge qui d'ailleurs ne signifie pas du tout que vous êtes quelqu'un d'important, hein, mais ils veulent vous donner cette impression-là, cette impression que vous êtes supérieur aux gens du peuple, aux gens de la rue. Ah, donc ils essaient de vous faire sentir, en fait, comme vous étiez vraiment supérieur, que vous étiez plus riche, que vous aviez du pouvoir que quelqu'un de lambda qui se promène dans la rue, c'est ça? Comme si vous étiez supérieur à eux? Oui, exactement, c'est comme dans le système bancaire. Vous voyez un petit peu ces petits jeunes qui débarquent, qui sont employés dans une banque, puis qui sortent du travail dans une super belle voiture et qui rencontre son ami et qui lui dit « Ah, désolé, moi j'ai plus le temps pour toi, regarde dans quoi je conduis, dans quoi je suis véhiculé. Moi, je suis devenu quelqu'un, je suis un banquier, je suis un financier. » Donc, vous voyez, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans la manipulation de l'esprit des gens. Et il arrive un point où vous manipulez tellement l'esprit des gens que les gens arrivent à vendre leur âme. Donc ça veut dire que même si vous avez face à vous quelqu'un qui a commencé à travailler pour les Nations Unies dans une bonne démarche, dans une démarche honnête et sincère, intellectuellement parlant, ce que vous dites, c'est qu'ils font en sorte de choisir des gens qui, ils le savent, seront en capacité, en mesure de suivre leur tracé, de rester dans le chemin qu'ils ont tracé et prêts à vendre leur âme. C'est cela ? Exactement. Ils voient d'un mauvais œil que vous soyez heureux, ils voient d'un mauvais œil que votre vie puisse être belle, en harmonie, équilibrée. Eux, ce qu'ils aiment, ce sont les ténèbres. Ils veulent savoir que vous êtes sous leur contrôle. En d'autres termes, vous savez, Darwin nous a dit que nous venions des animaux. Oui, les descendants des singes, c'est ça. Mais les nouveaux darwinistes, si on peut appeler ça comme ça, eux, vont commencer à dire que nous sommes descendants des robots. Et nous y voilà, nous sommes en plein dedans, nous discutons des processus transhumanistes, ce transhumanisme que ces gens veulent absolument imposer au monde. Comment vont-ils réussir à imposer cela? Eh bien tout simplement parce qu'ils amènent les gens à croire totalement et à avoir confiance dans ce système international, ce système qui, dans l'inconscient collectif, est quelque chose qui se trouve au-dessus de vous, un système qui se soucie de vous, un système qui vous impose de respecter ce qu'il dit, même si cela est complètement faux. Notamment lorsqu'ils essaient de nous pousser, lorsqu'ils essaient de dicter ce qui concerne notre santé. Moi, je me pose la question, je me dis, comment quelqu'un peut-il réussir à me dicter la façon dont je me comporte avec ma santé? Ah oui, là, en fait, vous faites référence à une autre organisation mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette organisation, soit dit en passant, où personne n'a été élu par qui que ce soit. Non, non, vous avez raison, ils sont juste nominés. Comme ça, ils sont nommés. Et les gens qui sont placés ici, à l'OMS en particulier, sont des gens qui, dans leur tête, dans leur esprit, dans leur raisonnement, sont totalement esclaves. Oui, vous avez raison, hein, c'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je peux trouver pourquoi quelqu'un comme Tedros, qui dans son propre pays a commis des crimes, quelqu'un qui a commis des crimes dans son propre pays, pourquoi cet homme a réussi à devenir le président de l'OMS. La seule explication, c'est qu'il n'a pas été élu, mais il a été placé ici. Vous savez quoi, c'est intéressant que vous en parliez, parce que je l'ai rencontré lors d'une réunion à Genève, et en parlant avec lui, je me suis dit, il est exactement la définition de l'esclave. En 1960, il y avait cette grande légende aux États-Unis, Malcolm X. Et souvenez-vous, Malcolm X était le leader contre l'esclavage. Oui, il était le leader du mouvement des Black Panthers, je crois, non? Exactement. Et d'ailleurs, il a été assassiné, soit dit en passant, exactement la même situation qu'avec Kennedy. Et voici un point très important, c'est que la majorité des peuples de l'humanité comprennent que Davos, son but, c'est le contrôle. Le contrôle sur quoi? Sur le système financier et bancaire. Le pouvoir est là où sont les ressources naturelles. Et regardez, en Afrique, c'est un continent que je connais très bien d'ailleurs, parce que c'est un endroit où j'ai passé presque 8 ans de ma vie dans différentes missions. Et donc, je peux dire que l'Afrique est probablement la partie la plus belle du monde. Et malgré tout, il n'existe pas de pays totalement libre là-bas. Vous voyez par exemple la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry pourrait être, comment dirais-je, la perle du monde. Elle pourrait être cette barre de lingots d'or de la planète. Une terre belle, fantastique, pleine de ressources naturelles. Vous comprenez ce que je vous dis? Quand je vous dis pleine, remplie, je veux dire remplie. Et vous croisez les gens dans la rue, complètement dépourvus, avec un appareil devant les yeux, en train de jouer, de errer. Et d'après vous, quelle est l'explication?
Le lavage de cerveau. Ils contrôlent tout. Les institutions présidentielles, ces gens qui, sans s'en rendre compte, sont des esclaves. En fait, vous savez, l'esclavage n'a pas vraiment disparu comme ces gens le disent. L'esclavage n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Oui, sauf que c'est dans un sens différent, c'est ça? L'esclavage est maintenant sur tout le continent africain. Il y a des portes partout, des portes ici, des portes là, des portes pour l'esclavage partout, sur tous les pays. Je comprends. Mais les propriétaires des esclaves sont maintenant différents. On est d'accord, vous parlez toujours des oligarques qui ont le contrôle. Oui, oui, mais c'est exactement la même chose. Pour eux, par exemple, il n'existe pas de telle chose qu'une campagne politique correcte. Une bonne campagne politique. Ils mettent à la tête des nations les gens qu'ils veulent, exactement les gens qu'ils veulent. Ah, donc les vraies élections n'existent même pas. Mais non, bien sûr que non, les élections n'existent pas, c'est juste sur le papier. Parce qu'ils savent exactement comment manipuler cela. Comment réussir à manipuler l'esprit, l'inconscient des gens pour voter en faveur du candidat que eux veulent voir élu. Et Donald Trump a été un énorme choc pour eux. Ah ouais, non, ils s'attendaient pas à ce que cela se produise, n'est-ce pas? C'était vraiment un accident dans leur programme, non? Absolument, absolument. C'est la première fois que dans le système oligarque, s'est produit un accident de cette ampleur. Normalement, eux, selon leur agenda, avaient prévu que ce soit Hillary Clinton qui arrive au pouvoir. Mais certainement pas Donald Trump. Et le process qu'ils ont institué avec toute cette histoire de pandémie et tous ces mensonges, en fait, ils avaient prévu que ça se passe en 2016. Mais ça a dû être décalé et donc ils sont arrivés en 2020 où ils avaient tout à fait prévu ce désastre concernant le manque de nourriture, le manque de farine, etc., d'huile. Et ils veulent recréer exactement la même situation en 2025. Et bien sûr, selon moi, ils n'y parviendront pas parce que leur système maintenant est en panne à cause notamment de Donald Trump. Ils savent très bien qu'ils sont dans les derniers instants, dans la dernière ligne droite et il est entre les mains du peuple d'avoir le courage maintenant de dire non. Pour moi, vous savez, la partie la plus importante de ce jeu, et c'est ce que j'ai vu quand j'étais aux Nations Unies, notamment quand j'étais confrontée et quand je côtoyais mes collègues, c'est que c'est comme s'ils n'avaient pas le pouvoir de pouvoir dire non. Tout simplement parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, il y a quelqu'un qui va appuyer sur un bouton et que cela sera déclenché le virement bancaire d'une somme de plusieurs milliers sur leur compte en banque. Ah, donc tout est une question d'argent finalement. Y a-t-il eu un incident en particulier qui vous a fait vous décider et vous dire non, maintenant il faut que je sorte de là? Ou est-ce que ça a plutôt été comme un processus dans le temps? Eh bien sûr, ça a été étape par étape. Vraiment, l'élément déclencheur, ça a été ma dernière mission aux îles Marshall. Cet endroit où j'ai vu probablement la plus belle partie du monde. Et où j'ai vu comment un désastre avait été créé là-bas par les États-Unis avec l'exercice des bombes atomiques dans les années 60. Ces essais qui ont détruit pratiquement la totalité des archipels là-bas. Oui, vous m'avez dit même qu'ils avaient détruit la totalité de la population de thon là-bas. Oui, absolument, il n'y a plus de thon. Le thon a été complètement affecté par les effets du nucléaire. Oui, par les radiations, hein. Oui, exactement, par les radiations. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nettoyer. Vous ne pouvez pas nettoyer ça comme vous faites le ménage chez vous, quoi. Mais pour moi, le plus important, c'est la façon dont cela a affecté ce qui ressemblait pour moi au paradis. Avec des gens, des populations qui étaient là-bas, qui ignoraient même tout de ce qui se passait dans le monde, qui ignoraient même qu'il y avait eu une seconde guerre mondiale. Des populations où il n'y avait même pas de médecin. Ah, ils n'avaient pas de médecin? Non, il n'y avait pas de médecin parce que ils n'en avaient pas besoin. La population, l'âge moyen de vie sur cette île était de 180 à 200 ans. Quoi? Vraiment? Oui, je vous assure. Et aujourd'hui, la moyenne, c'est 35, 40 ans maximum. Vous voulez dire qu'avant ces tests nucléaires, la moyenne d'âge, l'âge auquel les gens mouraient était de 180 à 200 ans? Oui, 180 à 200 ans. Oh mon Dieu! Et maintenant, la tranche moyenne, c'est 40 ans. 45, s'ils ont de la chance. À cause, vous l'avez bien compris, des radiations. Et donc, pour en revenir à votre question, la partie la plus importante, c'est quand je suis arrivée avec un rapport à Genève. J'étais de retour de cette mission. Ils ont tout fait. Quand je dis tout, je vous dis tout fait, tout leur possible pour m'empêcher de présenter ces résultats. Et ils sont même allés jusqu'à annuler ma conférence de presse. Par respect pour les gens que j'ai rencontrés aux îles Marshall, de ces locaux là-bas, c'est là que j'ai pris la décision de démissionner. J'ai quitté mon poste, j'ai décidé de partir pour toujours. J'étais arrivée vraiment à un point de conscience. C'était l'heure de se déconnecter de leur matrice. Et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, ça a été mon expérience. Mon expérience dans le sens où les Nations Unies,
peuvent avoir un rôle fantastique, mais ce n'est pas du tout le cas, parce elles sont entièrement sous le contrôle des oligarques. Et ils mettent tellement la pression, ils poussent tellement cette situation que moi, mon impression, c'est que ces gens, ces employés, hein, du bas de l'échelle jusqu'au tout en haut, sont dans un esclavage complètement ridicule. Dans le sens où personne, je veux dire personne, n'a le pouvoir de dire non. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est oui, monsieur, partout, quel que soit leur rang, quelle que soit leur position, quel que soit leur poste. Oui. Et vraiment, il n'y a pas d'exception à cette règle. Non, aucune exception. Vous savez combien coûte par an le bâtiment des Nations Unies à Genève? Juste ce bâtiment à Genève, hein. En frais de fonctionnement, c'est 2,5 milliards de dollars par an. Juste pour faire en sorte que ce bâtiment, avec tous ses employés, que tous les coûts inhérents fonctionnent. 2,5 milliards? Oui, 2,5 milliards. Imaginez ce qu'on peut faire avec 2,5 milliards en Guinée-Conakry. Vous pouvez reconstruire tout le pays en une journée. Le fait que vous ayez collaboré et travaillé pour les Nations Unies vous donne d'autres privilèges spéciaux, n'est-ce pas? Vous m'avez dit notamment que vous pouviez voyager n'importe où parce que vous aviez votre passeport des Nations Unies. Oui, c'est ça. Quand vous avez le badge, hein, comme je l'ai appelé tout à l'heure, le badge de l'ONU, pour commencer, vous voyagez en business class partout où vous allez, avec tous les privilèges qui s'y attachent. Et vous n'avez pas besoin de payer pour ça? Je veux dire, si vous voyagez en avion, en business class, c'est pas vous qui payez. Non, bien sûr que non, c'est les Nations Unies qui payent pour ça. Nous, on paye rien, c'est les Nations Unies qui payent pour toutes nos dépenses. Oui, donc en fait, les Nations Unies, c'est principalement tous les contribuables du monde qui paient pour ces frais-là, sans même vraiment le savoir. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'argent vient même de votre propre pays, parce que c'est une contribution pour chaque pays, pour chaque État membre. Chaque État membre apporte une contribution financière. Pour moi, le futur de l'humanité, ça doit être un futur d'hommes libres, des peuples souverains, qui réalisent qu'ils ont leur propre souveraineté personnelle. Oui, et des États qui respectent aussi la souveraineté des gens, de l'être humain en tant que tel. Donc, ce que vous dites, c'est que nous avons l'ONU qui aurait pu être une grande institution, mais qui a été totalement capturée, en quelque sorte, par les oligarques, ceux-là même qui dirigent complètement le spectacle du Forum économique mondial. Oui, c'est ça, exactement comme avec le Club de Rome, exactement comme avec le WWF, exactement comme avec Greenpeace. Il y a tellement d'exemples comme ça, hein. Oui, en quelque sorte, tous les ONG, en fait. En tout cas, les plus gros. Oui, je dirais en tout cas les plus gros. Il est clair pour moi hein, que les ONG, donc les organisations non gouvernementales, normalement doivent se battre, la base, hein, leur socle, c'est de se battre pour les besoins de la société, les besoins de l'humain, de se battre pour la communauté. C'est ce à quoi c'était destiné, mais ils ont été repris immédiatement par le système des oligarques. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que quand on a l'impression qu'ils font quelque chose pour le bien des gens, le bien du peuple, en réalité, ils le font pour les oligarques, parce que ce sont eux qui mènent le jeu. Donc, quand ils font ce qu'ils font pour le bien du peuple, en réalité, ils le font pour les oligarques, parce que ce sont eux qui mènent la danse. Et aussi, vous savez qu'ils peuvent donner, une ONG peut donner de l'argent à une autre ONG, ils se soutiennent mutuellement entre eux. Vous n'avez pas idée à quel point c'est une manipulation très très professionnelle. Vraiment très professionnelle. Très intelligente, très ingénieuse. Une manipulation très douce, subtile. À tel point que vous ne réalisez même pas que vous faites partie du système. Si les gens prenaient vraiment conscience de ce que signifie la vie aujourd'hui, tous les gouvernements disparaîtraient. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que la vie parce que ils ne connaissent pas une autre vie que celle que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, on est à la maison, on se réveille, on va au boulot, on arrive, notre patron nous donne une mission, nous dit qu'on doit aller dans un autre pays, donc on réserve l'hôtel, on réserve l'avion. C'est pas une vie, ça. C'est pas la vie. La vie, c'est quelque chose de totalement différent. La vie, c'est comment est-ce qu'on peut aborder la nature. Combien de temps on arrive à mettre à part pour pouvoir passer du temps avec soi-même, à se parler à soi-même, à faire de l'introspection. Posez-vous la question, combien de temps par jour prenez-vous juste pour vous? Juste pour vous. Parce que vous réaliserez que quand vous le faites, quand vous passez plus de temps avec vous-même, c'est là que vous devenez beaucoup plus créatif. Que vous perfectionnez, vous devenez plus élégant, vous avez plus de temps qualitatif, vous êtes plus doux et généreux avec votre famille, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants.
L'harmonie se crée, et l'harmonie est importante. Et c'est exactement la même chose avec la nature d'ailleurs. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand les gens parlent du fait de passer du quality time, comme on dit, du temps de qualité avec leurs enfants, ce dont on doit vraiment parler, c'est d'avoir une vie de qualité, a quality life. Pas seulement une petite niche bien sculptée, mais une vie entière de qualité. Et cela doit évidemment être totalement déconnecté de ces sociétés mondiales. Une vie de qualité, ça ne veut pas dire que vous allez au centre commercial avec vos enfants et avec votre femme pour voir un film et manger des sushis. Hein. Et vous savez, ce concept de dire qu'on part en vacances, holiday. Essayez juste d'analyser 2 secondes ce terme, aller en vacances. C'est un raisonnement complètement faussé, c'est une manipulation et c'est exactement la manipulation dont je parle. Oh, avec de l'argent dans les poches, je vais aux Caraïbes, je vais à Madagascar. Mais normalement, nous avons été créés, les vacances doivent être chaque jour. Le terme en lui-même, vacances, holiday, ne devrait pas exister. Parce que la vie en elle-même, c'est la présence des vacances. Nous devons profiter. Nous ne savons pas comment profiter de la vie sainement. Vous savez, ils mettent vraiment un point d'honneur à s'assurer que vous ne profitiez pas de la vie. Parce que pour eux, à partir du moment où vous commencez à vraiment profiter de la vie, comme il le faudrait, alors vous êtes dans la mauvaise direction. Pour eux, vous ne devez même pas avoir d'émotion. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'amour. Parce qu'à l'instant où vous connaissez l'amour, qui est la chose la plus puissante que l'univers nous donne, alors vous n'êtes plus dans leur plan. Vous n'êtes pas pour eux. Et ils vont tout faire pour vous faire taire. Donc en quelque sorte, il faut juste être un robot, respecter, travailler pour ce qu'ils veulent que vous travaillez. Oui, pour eux. Exactement, pour eux. En fait, sans même le savoir, la majorité des gens travaillent pour eux. Et c'est un vrai problème parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils ne travaillent pas pour leur propre pays. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a autant de pauvreté encore aujourd'hui dans le monde. Et quand on regarde les objectifs du millénaire qu'ils se sont fixés, l'un des principaux objectifs est d'éradiquer la pauvreté. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Parce qu'ils font tout le contraire. Ils ne respectent absolument rien de ce qu'il faudrait mettre en place pour éviter la pauvreté. Pauvreté aujourd'hui dans le monde est bien plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Le désastre de l'enseignement dans nos écoles est bien plus grand qu'il ne l'a jamais été. Parce que c'est là qu'ils peuvent le mieux contrôler les gens, dès la base, à l'école. Parce qu'à l'école, ils ne cherchent pas à vous rendre libre, ils cherchent juste à vous éduquer pour devenir un bon robot. Vous êtes entre leurs mains et vous ne pouvez pas être libre. Parce que l'école respecte exactement le système. Et je veux à nouveau insister sur ce point. Nous ne savons pas ce que signifie profiter de la vie. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent à faire. Même, par exemple, votre emploi. Prenez, par exemple, vous êtes un avocat. Donc le principe, c'est que vous défendez quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Ce qui, dans la vie normale, comme par exemple c'est le cas dans les îles Marshall, les Marshall Islands, ça n'existe pas. Parce que ce que vous sous-entendez, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un système de règles pour que la justice puisse être appliquée, c'est cela? Oui, c'est exactement ça. Le but de cet échange avec vous, c'est comment puis-je augmenter la conscience, la connaissance, la compréhension, consciousness que j'ai de ce monde. Et comment, avec ma propre conscience, je peux participer à la conscience de l'univers. Donc, dans un système pareil, évidemment, il n'y aurait pas lieu d'exister d'avocats ou de politiciens, oui, ou de politiciens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en politique. Ceux qui vont en politique, aujourd'hui, ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Ils comprennent rien eux-mêmes à ce qu'ils font. Oui, c'est vrai ce que vous dites, particulièrement sur les politiciens qui ont été élus au cours des 30 dernières années. Avant cela, les choses étaient peut-être encore différentes, mais depuis qu'ils ont commencé leur programme des jeunes leaders mondiaux, et depuis que l'influence du Forum économique mondial a pris le dessus à ce point, notamment sur les Nations Unies, qui, nous l'avons bien compris à travers cet échange, est maintenant sous le contrôle total du gouvernement mondial, et totalement dépendant des oligarques, nous comprenons à travers ce que vous dites que cette influence leur a permis d'infiltrer toutes les couches de la société, avec les gens qu'ils ont placés selon leur goût. C'est tout à fait exact, absolument.
Ces politiciens, ces présidents sont un peu leurs marionnettes. Oui, bien sûr, mais ça ne signifie pas que nous devions laisser la situation telle qu'elle est. Il nous faut du courage pour oser changer les choses. C'est la raison pour laquelle nous devons nous impliquer, par exemple, dans la politique. Par exemple, les abominations qu'ils sont en train de mettre en place dans les écoles, cela peut changer si on a du courage et qu'on se lève. Et selon moi, l'humanité aujourd'hui a une grande chance avec cette situation. Parce que c'est une chance pour le réveil, c'est une chance pour nous de nous réveiller. Une chance de reconsidérer notre vie comme le Créateur l'a créée, comme la raison pour laquelle il nous a créés depuis le début de l'humanité. Sinon, il est clair que l'humanité va disparaître. Comme Einstein l'avait dit à propos de cette guerre nucléaire. Cette énergie nucléaire qui, nous le savons très bien, a précisément été créée par eux lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette science qu'ils ont utilisée contre l'humanité, contre l'être humain. Et bien sûr, nous le savons, au moment où ils décident d'utiliser cela, c'est la fin de l'humanité. Donc, il est clair que nous sommes dans la mauvaise direction. Nous sommes clairement dans la mauvaise direction et nous devons arrêter tout cela. Sinon, nous courons droit au désastre. Ils arrivent au changement climatique, au crédit carbone. Et en réalité, rien de tout cela n'existe. Ah oui, c'est juste de l'argent, exactement, c'est juste une question d'argent, tout est une question d'argent. Oui, en fait, à travers la SCCP, ils créent plus d'argent à partir de rien pour eux-mêmes, en mentant tout simplement aux gens sur les réalités du changement climatique, qui n'existent pas. Et je ne dis pas ça en tant que déclaration de ce que moi je crois, je dis ça parce que c'est ce que le fondateur de Greenpeace, cet homme qui est bardé de diplômes, dont un en biologie me semble-t-il, c'est ce qu'il nous a expliqué vraiment en détail, que le changement climatique était un mythe. Oui, absolument, ils ont créé ça pour imposer une peur. Ah oui, c'est ça. Oui, et pour vous accuser, pour vous faire sentir coupable. Exactement, c'est toujours le problème majeur, n'est-ce pas, la peur. C'est ce qu'ils utilisent. Et afin de nous maintenir dans la peur, ils ont besoin d'avoir à leur disposition tous ces petits outils dans leur boîte à outils, le corona, vous savez, ce virus et cette pandémie, les pénuries alimentaires, le changement climatique, le réchauffement climatique, bon tout ça, on a bien compris. Tout cela n'est qu'un mythe, inventé par les oligarques pour qu'ils puissent faire de l'argent et nous garder sous leur contrôle. Est-ce que c'est un petit peu la version résumée de ce que vous vouliez dire ? Exactement. Il se pose la question, comment pouvons-nous contrôler les gens ? On arrive à contrôler les gens en utilisant l'émotion la plus importante, c'est-à-dire la peur. À partir du moment où vous réussissez à contrôler cette émotion chez quelqu'un, vous avez le pouvoir, c'est vous qui devenez le patron. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à garder les gens bloqués dans la situation. Une situation où les gens ne voient même pas que ça, c'est pas la vie normale. La peur, en général, n'a pas lieu d'exister comme ça. Ce qui existe, c'est le courage. Le courage qui est comme une première étape vers la conscience des choses. Et eux contrôlent cela, parce qu'ils ne veulent pas que les gens aient le pouvoir de comprendre qui ils sont eux-mêmes. Et cela a été l'investissement le plus important dans l'histoire de l'humanité. La société n'a pas besoin que vous soyez sage, parce que dès l'instant où vous êtes sage, vous allez rechercher la liberté. Et la société n'a pas besoin que vous soyez libre, parce que dès l'instant où vous devenez libre, cela signifie que vous allez commencer à avoir des questions. Et vous serez alors considéré comme un rebelle. Vous deviendrez comme un lion, et ils n'en veulent pas. Ce dont ils ont besoin, ce sont des petits canards. Ce dont ils ont besoin, ce sont des moutons. Donc, ce que vous dites, c'est que la peur est l'instrument ultime de contrôle. Hier, lors de ma présentation, je crois que j'ai fait allusion à la question qu'ils ont posée à Hermann Göring après la guerre, quand ils lui ont demandé « Comment a-t-il été possible pour vous de faire en sorte qu'un peuple de poètes, de scientifiques, d'écrivains deviennent des monstres ?» Et il a répondu « Oh, il suffit de pas grand-chose. Il n'y a aucune différence que la personne soit communiste ou capitaliste. La seule chose dont vous avez besoin pour les contrôler, c'est la peur. » Et la parfaite illustration aujourd'hui de cela, c'est la pandémie.
La principale en tout cas, et puis ensuite ils utilisent un autre outil, un autre outil, un autre outil comme on en a parlé tout à l'heure. Parce que seulement si les gens sont maintenus dans la peur, c'est là qu'ils suivent les ordres. Vous savez, tous les gens sont sur leur device, sont sur leurs appareils, sur leur téléphone. Et cet appareil devient votre vie. Et cela crée beaucoup de problèmes parce qu'alors ça annule toute communication entre les hommes et ça nous déconnecte totalement de la vraie vie. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. D'ailleurs, en parlant de ce confinement, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un acte totalement criminel. Je vous le dis, c'est un acte criminel. Le confinement lui-même est un acte criminel. Un acte criminel contre l'humanité. Oui, je suis à 100% d'accord. Parce qu'ils ont obligé les enfants en particulier à rester chez eux, devant les écrans, devant l'ordinateur, où ils ont passé la plupart de leur journée. Temps pendant lequel ils sont devenus totalement dépendants du système. Et quand on devient dépendant de quelque chose, c'est comme une drogue. Et donc vous n'aviez plus de conversation avec vos enfants. Parce que pour eux, la vie, c'est cette vie virtuelle sur l'écran. Et vous, vous êtes là en tant que père, que mère, et vous essayez d'avoir un échange, de toucher le cœur de votre enfant. Mais c'est devenu impossible parce que lui est dans un univers et vous êtes dans un autre. Oui, et d'ailleurs, on voit que certains parents ne s'aiment même plus. Vous voyez, hier matin, je suis allée au restaurant et j'ai vu un couple et ils voulaient même pas s'occuper de leurs enfants. Ils avaient ces appareils, comme vous les appelez, avec des jeux dessus et d'ailleurs, ils faisaient énormément de bruit et c'est là, en fait, ce dont vous parlez, ça devient des substituts à la vraie vie, à la vraie conversation. Et là où vous pensez avoir une conversation, ça n'en est pas une, parce qu'en fait, vous coopérez avec un outil, avec une machine, en fait. Et peut-être est-ce là une autre étape vers le transhumanisme? Exactement, parce que vous savez quoi, la fin du transhumanisme, c'est le post-transhumanisme, qui va être la situation la plus catastrophique de l'histoire de l'humanité. Le transhumanisme, pour eux, n'était qu'une transition. La transition qui amène jusqu'au robot. Donc, nous devons dire non. L'humanité, et c'est là mon message, les gens doivent dire non. Ils doivent réussir à utiliser ce mot qui est très simple et qui est simplement non. Oui, c'est ça en fait, dire non, je ne suis pas d'accord, je ne donne pas mon consentement à ça. Donc, en fin de compte, en quelque sorte, quand vous dites « il nous faut apprendre et savoir dire non », vous dites qu'on doit savoir dire non à l'ONU. Parce que ce sont vraiment eux, les oligarques, qui, quand ils parlent de paix, ils parlent en fait de guerre, parce qu'ils sont très intéressés dans la guerre, puisque c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. Quand ils parlent de richesse et de liberté économique pour tout le monde, ce dont ils parlent en réalité, c'est de pauvreté. Parce que garder les gens dans la pauvreté, oui, vous les contrôlez. Oui, ça leur fait gagner de l'argent, en fait. Oui, vous savez qu'il y a plus d'1 milliard, en fait. Il y a 1,2 milliard personnes qui, officiellement, vivent avec moins de 2 dollars par jour. Et un autre problème, c'est que ces oligarques, tous, sont liés au système de pédophilie. Nous savons qu'il y a plus de 8 millions d'enfants par an qui disparaissent. 8 millions, c'est toute la population de l'Autriche. Et ils disparaissent sans qu'aucune information ne soit donnée. Juste comme ça. Et ces actes criminels doivent arrêter. Et tout cela réussira à être arrêté au moment où les gens prendront conscience des choses. Quand les gens comprendront enfin à comprendre ce qu'est la vie. Sinon, nous ne sommes plus du tout dans le coup, en quelque sorte, pour recevoir ce que la nature a à nous donner. Nous avons reçu une planète fantastique, avec des ressources fantastiques. Et nous détruisons absolument tout. Tout ce que nous faisons, uniquement par simple cupidité, a créé la situation dans laquelle on est, où parfois nous n'avons plus suffisamment de ressources naturelles. Parce que nous avons tout utilisé avec tant de cupidité. Oui, en quelque sorte, ils essaient de monopoliser nos ressources et ça va très loin. Ça va tellement loin que certaines personnes que nous avons interviewées nous ont appris qu'ils avaient même essayé de monopoliser l'air. Oui, par exemple, regardez la situation avec l'eau. J'ai fait cette présentation à mes étudiants et je l'ai également fait aux Nations Unies, lorsque je leur ai présenté un rapport sur ce sujet. Je leur ai dit, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quand vous avez une bouteille en plastique sur une table. D'abord parce que c'est en plastique et que c'est pas naturel. Mais surtout parce que l'eau devrait être partout. Quelle que soit la maison, quel que soit le restaurant, entièrement gratuite. Gratuite? Comment pouvez-vous avoir l'idée de gagner de l'argent avec quelque chose d'aussi naturel que l'eau? L'eau, c'est pour tout le monde. Et c'est vrai ce que vous dites, mais bon, on s'y est déjà habitué, en tout cas en ce qui concerne l'eau. Et ça nous fait poser la question si peut-être un jour les gens s'habitueront peut-être aussi à ne plus pouvoir consommer l'air gratuitement. Ah oui, bien sûr, ils en arrivent à ce point-là maintenant. Donc, selon vous, la réponse à tout cela, c'est davantage de se connecter à la nature et de ne plus se connecter aux marionnettes des Nations Unies?
Arrêtez de croire ce que vous disent ces gens qui vous ont trompé depuis le début. Croyez plutôt dans ce que la nature a à nous offrir. Oui, vous devez apprendre à être vous-même. Soyez vous-même. Ce que je veux dire, c'est soyez vous-même avant que quelqu'un vous dicte qui vous devez être. Sachez qui vous êtes, avant que quelqu'un vous dise qui vous êtes.